Madame, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. C'est mardi, 14 février 2023. Nous allons élaborer sur deux thèmes et puis un sujet de commentaire d'entrée. Mais il faut peut-être le rappeler, l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo a connu un nouveau rebondissement ce mardi avec l'arrivée au tribunal militaire de Jean-Pierre Amourou Belinga et plusieurs de ses proches. Évidemment, suspectés dans cette affaire-là, tribunal militaire où le commissaire du gouvernement va certainement poursuivre la procédure. On saura exactement ce qu'il en sera au sortir de cette audience de ce mardi qui va certainement durer quelques heures. On va en parler dans cette édition de Carte sur table ce soir pour savoir s'il s'agit d'un enlisement ou d'un dénouement. Bref, question pour nous de faire le point autour de cette affaire à date. Et puis, 90e anniversaire, Paul Biya nourrit des ambitions pour la jeunesse camerounaise. On l'a entendu lors de son discours au soir du 10 février, à la veille de la fête de la jeunesse, mais également on l'a vu célébrer son 90e anniversaire ce 13 février. Le chef de l'État donc entend poursuivre son œuvre et qui sait peut-être annonce une amélioration ou des efforts pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, très singulièrement la jeunesse. 4 invités ce soir pour conduire le débat. Il faut dire que dès l'entame, on va faire le point avec Maître Paul Payéré sur l'actualité autour du SIF en une dizaine de minutes. Il nous dira un peu ce qu'il en est. C'est 27 de Bouddha qui ont décidé de saisir le tribunal militaire, alors même que, on saisit le tribunal de première instance, c'est ça? De grande instance. Première instance et grande instance. Voilà, dans une double procédure. Pendant que au SIF, effectivement, on annonce une session ordinaire du NEC en fin de cette semaine. Maître Paul Payéré, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Je me réjouis de me retrouver une fois de plus sur votre plateau parce que c'est ça une assise nationale et internationale. Je profite de l'occasion pour saluer tous les militants dignes, les camarades dignes de ce nom pour le SDF. Je suis là pour pouvoir parler du SDF parce qu'il y a quelques couacs. Il faudrait préciser, si vous permettez, que je continue. Non, il faut d'abord dire bonsoir aux autres panélistes. Docteur Vincent de Paul Kamgatengo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir, mes copanélistes. Merci pour votre invitation. Vous êtes le seul nom politique de ce soir. Vous intervenez qualité, analyste. Merci à nouveau d'être parmi nous. Le docteur Aïssé Bitola, bonsoir. Monsieur bonsoir. Le président du bureau politique du PCRN. Récemment reconduit à ses très hautes fonctions au sein du parti. C'est important de le rappeler. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai répondu à votre invitation. J'avais fait un break au lendemain du congrès parce que ça avait été presque un an qui avait été consacré à l'organisation de cet événement qui a connu un succès retentissant. Et donc, quand je suis sorti de là, j'ai saisi le président national à qui j'ai dit j'ai besoin d'un moment sabbatique pour essayer un peu de me ressourcer, essayer un peu de changer pour pouvoir revenir avec de nouvelles forces. Et puis, dans l'entretemps également, avec des amis, nous essayons de monter une association qui a pour objectif de lutter contre la mauvaise haleine sociale. Actuellement, nous sommes en train de légaliser l'association et dans les jours qui viennent, nous allons communiquer effectivement sur notre agenda. Qu'est-ce que vous mettez dans mauvaise haleine sociale? Voyez-vous, nous mettons dans mauvaise haleine sociale cette dégradation du climat social au Cameroun qui se manifeste par, j'ai envie de dire, une espèce d'ensauvagement de la parole. Et un ensauvagement qui sévit à différents niveaux, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les quartiers, que ce soit même dans les débats. Vous avez récemment vu des panélistes qui ont presque failli même en venir aux mains sur des plateaux de télévision et même les présentateurs de certaines émissions et la presse dans son ensemble. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que les missions qui sont en principe les leurs sont de plus en plus galvaudées. On ne sait pas trop
Est-ce que c'est des intérêts? Est-ce qu'il y a une volonté d'aboutissement derrière tout ça? Et donc, avec des amis que vous connaissez pour un bon nombre, nous nous sommes dit il est important que des gens puissent se regrouper et essayer un peu de sonner la lettre pour se dire on ne peut pas continuer comme ça là. Il y a quand même nécessité que les Camerounais puissent s'assagir et se respecter mutuellement. Quand même vous êtes dans la contradiction, il y a une manière de pouvoir dire à l'autre que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est un peu ça qui a justifié mon recul et qui fait qu'aujourd'hui l'actualité nous oblige sur des questions aussi importantes que celles qui sont mises en débat de venir donner la voix du parti pour lequel je suis un militant convaincu. Merci à tous pour votre disponibilité et votre fidélité. Mais je voulais également dans la foulée profiter de cette fenêtre pour dire bonne fête à la daronne du côté de Yaoundé. Ça n'a pas été facile de la convaincre d'assister à cette émission, mais je lui ai dit pour l'intérêt républicain, elle souffrira que je puisse être sur le plateau et je veux lui dire bonne fête depuis votre plateau. Nous attendons dans ce studio, il nous a convaincu et promis qu'il sera là, le coordonnateur national de l'association de la jeunesse républicaine, Serge Anthony Yongene, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau. Mais cela dit, avant qu'il n'arrive, avant peut-être qu'on ne prenne la transition pour introduire véritablement le premier thème, je rappelle les thèmes, affaire Martinez-Zogo, enlisement ou dénouement, et puis 90e anniversaire, Paul Bien-Nourri, des ambitions pour la jeunesse. Peut-être qu'on va dire un mot sur le SDF, Maître Paul Payet. Alors, va-t-on vers un délitement, va-t-on vers une dislocation? On voit qu'il y a un certain nombre de militants, plus d'une vingtaine, de cadres, des anciens cadres pour certains, de cadres pour d'autres, du SDF, des voix qui comptent au sein de votre parti, qui ont décidé ainsi d'attraire le SDF au tribunal. Ni John Fondi est-il serein? Oui, député. Le SDF, c'est un parti très démocratique. C'est un parti, nous connaissons souvent les chocs que le SDF a eu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit vivre cela, c'est une expérience. C'est un parti qui est assez mûr, assez aguerri. Que ce soit sous Bernard Mouna, avec Frondi, avec Bernard Mouna et tout consort. Nous avons vécu à ce genre de gymnastique. Nous sommes à l'heure actuelle, quand on peut parler d'attraire le SDF, ils ont commencé d'ailleurs, bon, vous avez bien fait de dire, je n'ai même pas prononcé ce nom de G27 et tout consort, mais je regrette parce que certains membres de ce G27, j'ai commencé à fonctionner en politique avec ce genre de G27. Ce n'est pas seulement G27, c'est passé à G32, G34, G37 et on parle maintenant d'une centaine. Parler de haut cadre des partis politiques. Il semble que là où je parle, je suis un sous-cadre du SDF, mais je suis dans le SDF depuis 2000. Je ne triche pas pour mon âge. Je prends le temps de gérer et aller dans mon couloir pour savoir, j'ai la philosophie du parti. Quand il arrive qu'à un certain moment, le SDF agit au travers des résolutions par le NEC. Le NEC, c'est une instance ou une structure qui est vraiment au-dessus de tout, en dehors du Congrès, en dehors de la Convention. Nous sommes surpris, à un certain moment, quand les gens peuvent prendre le temps, quand on voit que quelque part, peut-être le shadow cabinet ne fonctionne pas. Le NEC a beaucoup de membres qui manquent. Parce que je dois vous dire, au niveau du NEC, il y a eu beaucoup de cadres qui manquent. Allons, par exemple, au niveau des conseils juridiques nationaux qui sont 10. En un laps de temps, 10 conseils juridiques, sur 10 conseils juridiques, 2 sont décédés. Et de 2, une conseillère juridique devient secrétaire général, adjoint. Vous voyez, il y a 3 vides qui existent. À un certain NEC, pendant que les gens sont en train de faire leur plan au niveau de Bamenjou, un NEC se tient à Yaoundé. Ils sont à Bamenjou pour faire leur plan. Et le NEC de Yaoundé
avec le quorum atteint, parce que le SDF, c'est un parti qui fonctionne. Quand on arrive, si le NEC n'est pas atteint, on doit renvoyer le NEC. Ils sont à Bamenjou, c'est ça. Le premier groupe, c'était le top 9. Ils sont à Bamenjou pour faire leur plan. Pendant ce temps, le NEC donne le pouvoir à Nidjon Fundi, le chairman, de pouvoir essayer de renforcer, donner du 109 au niveau du shadow cabinet et aussi coopter certains membres pour compléter au niveau du NEC. Bon, quand les gens se rendent compte, et je ne parle pas parce qu'on m'a coopté en ce moment pour que je sois conseiller juré national, c'est tout simplement pour dire, quand les gens peuvent arriver à un certain niveau, ils croient que quand ils sont arrivés, d'autres ne doivent pas arriver. Il est question de donner un nouveau souffle à un parti. Et ce parti qui est le SDF, qui a fait assez de choses, c'est là où le chairman prend sur lui, suivant les résolutions d'un NEC, de renforcer, de donner le 109 au niveau du shadow cabinet et au niveau du NEC. Quand il nomme certaines personnes ou coopte certaines personnes, selon les résolutions, selon le SDF, les statuts sont clairs. Des personnes qui, à un certain moment, ne fonctionnaient même plus en plein temps. C'est là où il y a un mécontentement. On se pose la question. Est-ce que quand on est dans un parti, qu'on soit à un certain niveau, qu'on se dise qu'on n'est plus remplaçable, ça c'est une aberration. Si on critique le parti au pouvoir pour dire vous êtes là. Est-ce que ces personnes ont été remplacées selon les textes du parti? Bien en respect des textes du parti. Quand je vous parle des résolutions des NEC, des individus, vous avez introduit, je n'aime pas prononcer ce mot, que ce soit les 27 de Bouddha, comme on dit, des gens qui vont à Bouddha. Dans une circonscription électorale, le président de la circonscription électorale n'est pas au courant, ils viennent là-bas pour faire leur réunion. Et ils décident de détruire le parti. C'est ça qu'on vit jusqu'aujourd'hui. C'est les gens de... c'était d'abord en ce moment le top 27. Parce que vous avez dit, à Bamenjou, c'était le top 9. Ça évolue. Aujourd'hui, on est en train de parler, ça va aller peut-être jusqu'au top 100, 200. Mais c'est normal. À tout moment, quand les gens peuvent être mécontents, exprimez-vous, mais il y a les structures dans le parti qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter. Alors, le NEC, c'est l'instance qui décide. Le NEC ne peut pas décider aujourd'hui de valider quelque chose et vous venez par la suite pour dire que vous êtes au-dessus du NEC. D'accord. Ils sont allés même jusqu'à un certain moment. C'est un peu rigolo. On a appris que le NEC a décidé qu'il n'y aura plus de 5-1, 5-2, il n'y aura pas de 3-1, 3-2, et un ancien, 5-1, 5-2, ça pas un ancien, ça veut dire que le SO national s'en va pour renouveler encore 5-1. Est-ce que la qualité des membres qui font opposition à toutes ces décisions ne vous donne pas des indications? Ils s'appellent les hauts cadres. Comme si tous les autres, c'était les petits cadres du SDF. Mais il faudrait qu'on respecte un peu ce que les anciens membres du Parlement. Anciens membres du Parlement, certainement, ils sont combien? Mais c'est un peu bizarre de pouvoir aller marcher sur les résolutions du NEC. D'accord. Bon, les présidents du NEC, il y en a. Pourquoi il n'y a que... Sur 10 présidents régionaux, pourquoi ce n'est que Douala et Yaoundé ou cette quelque part? Vous suscite-t-elle un commentaire? Oui, bien sûr. Et c'est une autre crise que le SDF est en train de vivre en ce moment. Je vais parler en tant qu'outsider, faire une analyse purement froide. C'est un parti qui est imbriqué à l'histoire de la démocratie récente dans notre pays. C'est un parti qui a imposé le multipartisme dans les années 90 et qui est parvenu donc à devenir une alternative crédible à ce qui était le RDPC, Parti unique à l'époque, pour devenir un parti politique dans un paysage qui était devenu pluriel. Mais malheureusement, le SDF semble ne pas avoir pris la mesure de ce qu'il était aussi content d'un bilan
pour avoir participé aux institutions. C'est-à-dire c'est un parti politique qui est parti de la protestation pour devenir un parti de gestion. Ils ont participé dans les collectivités territoriales décentralisées. Au sein du parti, certains appellent ça parmi les voix dissonantes, certains appellent ça le SDF originel. Ce SDF qui a fortement contesté de façon redoyante à l'époque. Oui. Mais SDF original, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans la rue. Il est question de pouvoir évoluer quand nous avons fait... Beaucoup de textes sont arrivés par le SDF. Vincent de Paul poursuit. Bon, ça c'est ce qu'on appelle une opposition participative. C'est-à-dire que dans l'évolution qui a été faite au sein du SDF, notamment dans ses prises de position par rapport à la manière dont le régime en place gérait le pays, on va se rendre compte qu'il va se mettre dans la posture où il légitimait en quelque sorte le parti au pouvoir. Légitimer comment? C'est-à-dire en donnant la possibilité au parti au pouvoir de justifier ce que sa position dans les institutions était une position gagnée sur le plan électoral à travers une compétition qui était une compétition légitime, puisque les autres partis y avaient participé. Donc cette crise a pour effet de donner une mauvaise image à la classe politique. Ça donne à l'opinion l'idée que les politiciens ne sont pas en mesure de vouloir pour leurs propres organisations politiques ce qu'ils veulent pour l'État. Parce que normalement, à l'intérieur du SDF, il devait y avoir la possibilité de gérer toute forme de différends depuis l'intérieur. Et vous avez parlé de la qualité des personnes qui sont concernées par ces différents, par ce qui se passe aujourd'hui comme crise. Cela dénote bien que à un moment donné, les partis politiques ne prennent pas l'engagement de se renouveler de manière à se conformer aux enjeux qui sont en train de pointer à l'horizon. Le pays est en train d'aller naturellement vers une alternance politique ou alors la perpétuation du RDPC à la tête de l'État d'une manière ou d'une autre, ça c'est tout à fait inéluctable. Mais ce qu'on attend des partis politiques, c'est qu'ils se préparent à cette éventualité dans l'intention de servir d'alternative crédible au RDPC. Est-ce que le SDF, du fait de sa participation aux institutions de gouvernement, est devenu un parti qui, malheureusement, sur le plan interne, a développé les mêmes comportements répréhensibles que ce qu'on pourrait reprocher à la manière dont le pays est gouverné? C'est ça qui est la question. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de la crise? C'est ça qui est la question. Mais, fondamentalement, il faudrait que les hommes politiques apprennent à comprendre que la perception qu'on a de ce qui se passe au sein de leurs organisations décrédibilise le discours qui vise à vouloir proclamer une société idéale, alors que sur le plan intérieur, ils sont en incapacité eux-mêmes de développer des habitudes et des comportements qui correspondraient à ce type d'homme d'État qui serait à même d'apporter du nouveau à notre pays. Aristide de Toga, vous reviendrez, Paul, vous reviendrez. Vous reviendrez, une seconde. Non, vous reviendrez. Vous allez réagir, il n'y a pas de souci. Aristide. Non, moi je parle en tant qu'acteur politique. Et ce que le SDF vit, vous pouvez être sûr que ce n'est pas une originalité du SDF. C'est propre à toutes les organisations, c'est propre à tous les regroupements humains. Et j'ai souvent coutume de dire, les hommes comme les fruits, quand on les entasse et il n'y a pas d'aération, finissent par pourrir. Et dans le cadre d'une organisation politique, ces aérations-là sont notamment l'alternance parfois à la tête de la formation politique, ces espaces de dialogue que le copanéliste évoquait, et même, disons-le de manière un peu plus prosaïque, la démocratie en interne au sein des formations politiques qui donne la possibilité aux uns aux autres de pouvoir dire ce qu'ils pensent, de pouvoir exprimer leurs ressentis, de pouvoir même aspirer à partir, pourquoi pas de zéro, à héros, si on peut
si on peut le dire de la sorte. Mais moi, la question que je me pose lorsque j'ai fixé ce propos d'entame, est-ce que le SDF ne répond pas à ces soupapes que j'ai évoquées, une vision d'alternance à la tête du parti politique, cette démocratie en interne, et puis également, comme j'ai dit, ces espaces qui permettent aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer, et même la compétition. Moi, je réponds oui. Au sein du SDF, il y a effectivement ces différentes vannes qui font en sorte que un militant normal, entre guillemets, devrait pouvoir se sentir à l'aise au sein du SDF. Mais il se trouve, et ça je le dis depuis tard, de par ma position d'acteur politique, il se trouve que les partis politiques, c'est des fourre-tout. C'est des fourre-tout, et ça, il faut le reconnaître. Chacun vient avec ses ambitions, chacun vient avec ses aspirations, et il y en a qui arrivent même parfois de bonne foi, mais qui finissent avec l'usure du combat, parfois à se dédier, parfois à se compromettre, parfois à devenir des infiltrés, parfois à devenir même des ennemis de l'intérieur. Ça arrive, je dis, dans toutes les familles politiques. Et il se trouve donc que parfois, cela n'arrive pas à mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts des individus. Parce que tout à l'heure, vous citiez la qualité de ceux qui portent cette fronde et vous rappeliez que c'est des députés, c'est des sénateurs et autres. Mais ils ne sont, ou ils n'ont été députés, sénateurs, et mais que par la force d'une formation politique. Ils ont été investis par une formation politique. Ça peut faire du vice-versa. La formation politique peut également avoir profité de leur notoriété, de leur assise, de leur... Ce que le président national, par exemple, du PCRN dit, et il assume. Tant que je suis à la tête du PCRN, vous ferez ce que je dis. Et si quelqu'un estime que je ne suis plus en capacité d'assumer mes fonctions de président national, eh bien qu'il aille faire sa part. Parce que c'est toujours facile de dire que oui, c'est nous qui faisons le parti. Or, c'est faux. C'est le parti qui vous investit. Et les gens qui vous votent toujours en se disant que comme il a été investi par tel parti, nous allons lui donner nos suffrages. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le militant ne peut pas être plus fort que la formation politique, dit Pita. Et ça, c'est important que nous le sachions. C'est pour ça que nous autres, de par les fonctions qui sont les nôtres au PCRN, vous avez tantôt rappelé que j'étais président du bureau politique. Je suis le président du bureau politique qui peut répondre présent à une invitation d'un sous-comité qui me dit, président, nous avons une installation d'un sous-comité. Et quand des gens sont surpris qu'il ne viendra pas, j'arrive et je leur dis, mais qui vous fait croire que parce que je suis président du bureau politique, je ne dois plus être au niveau de la base. Cette base a également besoin de ressentir que le haut est à ses côtés et l'accompagne dans ses activités. Pour dire quoi? Pour dire que nous, en tant qu'acteurs politiques et militants des formations politiques, nous devons intégrer les logiques de famille. Depuis chez moi, il y a un proverbe qui dit « Le frère est comme le sang de la langue. On crache un peu et on avale le reste. » D'accord. Et les problèmes de famille, lorsqu'elles sortent du cadre de la famille et se retrouvent dans la place publique, vous comprenez que ceux qui constituent cette famille, en réalité, n'ont jamais été les membres de cette famille. Parce que la famille est quelque chose de très fort qui fait que une des caractéristiques premières même de la famille, c'est la capacité à taire, à couvrir et à se dire que tant qu'on peut encore régler ça au sein de la famille, pourquoi ne pas le régler au niveau de la famille? Or, il se trouve effectivement que les cadres même des règlements de ces conflits au sein du SDF existent, mais des gens décident donc par les mécanismes de la bravade, effectivement, donc, en rappelant donc ces statuts de grands cadres et autres là, pensent donc qu'ils peuvent donc se mettre au-dessus du parti et imposer leur vision au parti. Et les façons politiques qui ont un ancrage juridique très fort
parviendront à renverser forcément la vapeur. Un mot sur la question. Je suis très fier quand Dr Bitouga parle. Je crois que c'est toujours quelqu'un qui connaît. Vous l'êtes moins quand Dr... Non, contrairement à Kamga, ça, il a carrément... Bon, je ne veux pas dire qu'il a raté le virage. C'est dit que parler du SDF, il y a un égarement dans le SDF. Il a très bien parlé. Nous avons des cadres dans le SDF. Ce qu'on vit aujourd'hui, tous les partis ont des fronts à tous les niveaux. Regardez tous les partis politiques du Cameroun, même au RDPC. Il y a des fronts. Mais le SDF, c'est l'un des partis hauts. Ceux-là qui se réclament, les hauts cadres, c'est eux qui font la contre-publicité du SDF. Nous n'allons pas vivre des trucs pareils à tout moment. On se retrouve dans une procédure. Quelle procédure? Il y a les instruments pour gérer les problèmes du SDF en interne. Le SDF, c'est un parti très démocratique. Vous voyez, quand il y a un NEC dans les 24 heures, 48 heures, les résolutions du SDF sont dehors, dans les presses. Allez voir si c'est au ADPC ou ailleurs. Je ne veux pas citer un certain parti. Au PCN. Non, les résolutions du congrès de Gaoudéré étaient connues. Aucun problème. Je ne suis pas en train de dire que le PCN ne fait pas comme nous. Non. Docteur Bitouga, je crois que ce n'est pas le présentateur qui va nous mettre en opposition. Il y a des choses qu'on comprend. Il y a des partis assez démocratiques dans ce pays qui font la politique. Mais il y a des individus qui arrivent comme des parvenus. Ce qui se passe à l'heure actuelle au SDF, j'appelle ça les égarés. Comment sont-ils toujours les hauts cadres? C'est comme si les autres sont les sous-cadres. Et ils s'en vont faire n'importe quoi pour aller, oubliant tout ce qui est dans le SDF en termes de résolution de conflits en interne. Tout compte fait, on va essayer. Nous sommes là, nous n'avons pas... oui, député, je sais que le tu a donné à peine 10 minutes. Mais je dis, ils sont allés pour traîner le SDF. D'abord, traîner le chairman John Frundi et la secrétaire générale. Est-ce que ces individus, c'est eux, ils représentent plutôt une entité allée en fou? Ils se trompent de juridiction. La justice ils radient et ils s'en vont. La justice se fera. Mais je dis, comme le docteur, l'autre, Kamga. Il parlait de l'alternance. Le SDF est très bien préparé pour l'alternance. En 2018, pour les élections présidentielles, Frundi est l'un des rares présidents en activité qui décide qu'un jeune, quand je parle d'un jeune, aussi, il est à peine dans la cinquantaine. Je suis moi en train d'aller dans les 58. Il a pu dire, je mets mon trône en jeu, celui qui passera va aller. C'est noté. Il y a cette alternance. Et maintenant, pourquoi la guerre? Parce que Frundi a dit qu'en 2023, je dois laisser le parti à qui de droit? Celui qui pourra gagner devant les congressistes, ceux qui vont voter. Voilà là où il y a la guerre. Des individus qui peuvent ne pas avoir qualité, peuvent dire n'importe quoi. Dans le cadre de cette émission, il faudra que tu organises une émission spéciale par rapport à ça. On va travailler. C'est un parti qui veut l'alternance d'une manière très propre. C'est le SDF, tout ça. On va travailler là-dessus. Ils ont beau segmenter, mais... Alors, on va dire bonsoir à Serge Anthony. Bonsoir à mes co-discutants de ce soir. Bonsoir à vous-même. Bonsoir. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de par le monde qui regardent l'une des meilleures chaînes du Cameroun. Merci. Dénommée STV2. Je voudrais rappeler que vous êtes le coordonnateur national de l'association de la jeunesse républicaine. Avec votre introduction, on va donc prendre la transition pour introduire le thème sur le 90e anniversaire du président Paul Biya qui nourrit néanmoins des ambitions pour la jeunesse camerounaise. Ça s'est traduit à travers au moins son discours à la jeunesse dit le 10 février dernier. Tu avais dit qu'on commençait par Martinez? On va peut-être commencer par là pour que Anthony rattrape le temps. C'est peut-être mieux de terminer par le chef de l'État. Le temps de... Non, je préfère parce que vous savez, l'autre actualité, elle évolue. Exact. Elle évolue et puis nous sommes en
en repérage, comme on le dit, de façon... Voilà, il peut se passer d'ici avant la fin de l'émission 2 ou 3 nouveaux éléments. Alors, cela dit, vous avez organisé ici à Douala, c'était d'ailleurs hier, on a pu le voir à travers nos éditions d'information, le 90e anniversaire du président Biya. Je veux dire, vous croyez encore aux ambitions que le président nourrit pour la jeunesse camerounaise, en votre âme et conscience? Tout à fait. Nous croyons à ces ambitions. D'autant plus que cet anniversaire, le 90e, arrive 2 jours après le discours ouvrant sur la fête nationale de la jeunesse, qui, par sa densité, a présenté encore une posture paternelle du chef de l'État, qui a prodigué de nombreux conseils aux jeunes du Cameroun et donné des orientations salvatrices pour l'avenir. Parce que nous l'avons tous suivi ici, nous avons essayé de décrypter ce discours et dans sa profondeur, nous percevons déjà le lien séculaire entre le président de la République et la jeunesse. D'autant plus que dans, je pourrais dire, ses premiers propos, il a évoqué la question de la jeunesse comme une mission sacrée. Et vous savez, une mission, c'est quelque chose alors qui vous est dédié par un plus haut, un plus fort que vous, mais quand elle devient sacrée, ça veut dire qu'il y a le transcendantal qui existe, qui opère à ce niveau. Et nous pouvons donc dire que si le président se sent investi d'une telle mission, cela prouve à suffisance que c'est un homme de destinée qui sait où il va et où il mène son peuple. Et quand vous avez sauté cette partie, vous allez vous rendre compte que le président évoque dans son discours la question des capacités de la jeunesse camerounaise, d'où il relève le côté de leur intelligence, de leur ingéniosité, et tout de suite, il les appelle à s'armer de courage, de bravoure pour faire face aux difficultés qui sont inhérentes à la vie, qu'elle soit au Cameroun ou à l'étranger. Et maintenant, il ouvre un champ d'opportunités, de possibilités, d'action effective. Quand il évoque, par exemple, le côté éducationnel, avec la transformation petit à petit de notre système éducatif, je pense qu'il y a un docteur qui est là, qui va davantage vers la professionnalisation. Et fort heureusement, moi j'ai eu à toucher du doigt cette question de la professionnalisation parce que nous observons ou nous constatons qu'il peut y avoir un déficit en termes informationnels. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons une école de référence aujourd'hui à Limbé qui forme les gens dans le domaine de la pêche maritime et de l'entretien des navires. Et je connais des gens de 19-20 ans qui ont eu des bacs, qui sont allés là-bas aujourd'hui, qui sont sollicités dans de très grandes compagnies internationales. Nous avons toujours du côté du sud-ouest, vous avez une école de formation professionnelle là-bas, vous avez une nouvelle qui est du côté de Nkonsamba, vous avez une ici à Douala que j'ai eu l'occasion de visiter quelques jours avant ce discours et je me suis rendu compte au centre de formation professionnelle de Bassa, effectivement, et j'ai vu vraiment des jeunes à l'ouvrage, des jeunes filles entre 16 et la vingtaine, c'est impressionnant. Et à côté de cela, quand vous regardez le côté privé, vous allez vous rendre compte qu'il y a davantage des instituts de formation dans les métiers de la médecine, dans les métiers de l'hôtellerie, et ça ouvre direct à l'emploi. Et quand j'ai fait ce tableau, vous allez vous rendre compte que toujours en termes de possibilités de conseil, d'orientation, le chef de l'État indique pour les Camerounais, notamment pour les jeunes, la question de l'auto-emploi. Et quand on ouvre sur tous ces pans, ça veut tout simplement dire prenez-vous en charge parce que vous avez des capacités. Et au milieu de tout ça, il y a la question de la difficulté naturelle qui se pose et dont elle ne doit pas vous faire reculer. Donc, ce discours va en symbiose, en cohésion avec les aspirations de la jeunesse. Mais vous savez, quand vous avez un leader, en plus de cela, un leader éclairé, il vous montre la voie. Et il est plus important de suivre depuis 2022 les discours
du chef de l'État sont transformationnelles. Donc ça veut dire, si vous prenez le temps de les écouter dans leur profondeur, elles vont vous booster, elles vont vous changer, elles vont vous permettre d'avoir une autre perception des choses. Parce que pour sortir de là, il a bien dit que l'on ne pense pas ou qu'on ne s'imagine pas qu'on pourrait tous être fonctionnaires ou travailler dans le privé. Vous voyez donc que quand le chef de l'État le dit, quand chacun peut faire son introspection, en mettant ces éléments ensemble, il peut lui-même décider de se projeter et de réussir au Cameroun, d'autant plus que le Cameroun, c'est un grand pays béni de par ses différentes opportunités. Aristide Betoga, vous avez assidûment d'ailleurs le regard vers le ciel, écoutez certainement intégrer ou digérer cette sortie de Serge Antony. Au regard des réalisations qu'il a citées tout à l'heure, au regard d'un certain nombre d'actions menées par le président de la République pour la jeunesse, d'une part, et d'autre part, de façon empirique, quand vous faites l'observation dans les rues, quand vous regardez l'ambiance générale, vous vous dites, la jeunesse peut se satisfaire de son président aujourd'hui? Moi, je pense que si on est dans le principe de l'objectivité, il eût fallu que, au lendemain de ce discours-là, que vous fassiez un vox populi pour interroger cette jeunesse et leur demander s'ils se sont reconnus dans le discours qui était celui du chef. Le vox a été fait. Maintenant, nous sommes dans l'analyse de tous ces éléments. C'est pour ça que, laissez-moi parler. Le vox a dit quoi? Vous n'avez pas l'habitude de me museler? Non, du tout. Ça ne va pas commencer ce soir. Et donc, si nous partons déjà du thème même de la 57e édition de cette fête de la jeunesse, que nous prenons tous comme prétexte pour l'anniversaire qui survient 2 jours après, nous apprenons qu'il s'agit de jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Vous savez, la rigueur qui est la mienne lorsque je prends la parole, d'habitude sur le plateau, c'est de pouvoir mobiliser les concepts qui ont été utilisés. Il me semble que le réarmement suppose qu'il y a une phase entre qui est celle du désarmement et une qui est même plus lointaine, qui était celle de l'armement. Ça veut dire que si aujourd'hui il faut réarmer, ça veut dire que nous avons une jeunesse qui est désarmée. Ça, on n'a pas besoin d'avoir le doctorat, c'est-à-dire même quelqu'un qui a fait un bon coup moyen d'eux peut comprendre ces choses. Et donc, si ceux qui nous gouvernent peuvent assumer un tel thème pour une célébration de la fête de la jeunesse, je crois que c'est un aveu d'échec. Cela suppose que nous avons une jeunesse dont on peut se féliciter en quantité, mais dont on ne peut pas se féliciter en qualité. Et il me semble que dans les processus de développement et de transformation des nations, et les experts de l'ONU, lorsqu'ils parlent du dividende démographique, font bien la différence entre l'explosion démographique et le dividende démographique. Parce que le dividende démographique, c'est la population jeune de qualité sur laquelle on peut s'appuyer pour effectivement induire dans le développement. Venons-en donc à cette jeunesse que nous avons actuellement au Cameroun. Qu'est-ce qu'elle nous présente comme valeur qu'elles ont pu intégrer dans cette société dans laquelle on vit? Je crois que s'il faut présenter le tableau des valeurs qui sont aujourd'hui célébrées par la jeunesse, qui à la réalité sont des contre-valeurs et des mauvaises valeurs, nous passerons toute la journée pour les évoquer ici. Et donc, laissez-moi parler d'Ibita pour vous dire que quand vous regardez notre jeunesse, vous avez véritablement le sentiment qu'elle est associée au processus d'élaboration des politiques publiques orientées en leur direction. D'Ibita, il me semble que non. Et je dis non pourquoi?
et je vais évoquer des arguments objectifs. Comment peut-on se satisfaire en 2025 d'un ministre de la Jeunesse qui a l'âge de mon arrière-grand-père, quand on sait aujourd'hui ce que veut dire la jeunesse et les défis auxquels la jeunesse sont confrontée? Je ne vous muselle pas, je vous relance, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a-t-il un lien étroit entre compétences et... Mais laissez-moi dérouler. Non, c'est juste pour mieux comprendre, en fait. Mais nous sommes aujourd'hui dans un pays gouverné par des gens qui sont en déphasage avec les problèmes de notre jeunesse. Quand vous avez un ministre de la Jeunesse qui vient vous sortir une innovation sortie tout droit de Mars, relative à la création d'une armée cybernétique de 1000 jeunes qui vont combattre les fakes. Vous avez vu ça? Et j'avais fait une sortie pour dire, mais quand est-ce que nos gouvernants vont sortir de l'automédication? Parce que comment est-ce qu'on en arrive à penser qu'il faut plutôt adresser la conséquence au lieu d'adresser la cause? Et ça, c'est parce qu'effectivement, dans les rafistolages, les photocopiages, qui gouvernent le paradigme de gouvernance de ce pays, quand on trouve une idée qu'on a plus ou vue lumineuse dans un autre pays, on pense pouvoir l'implémenter au Cameroun. Quel est le niveau d'éducation civique, morale et politique de la jeunesse camerounaise? C'est par là que le ministre aurait pu commencer pour se rendre compte que ce n'est pas l'armée des keyboard warriors, comme je l'ai appelé dans une de mes publications, mais c'est plutôt, s'il faut donc réarmer cette jeunesse, il faut d'abord commencer par inculquer à cette jeunesse des valeurs positives. Parce que si vous n'avez pas des hommes de qualité, vous arriverez, comme on a partout ici, là, des belles routes, mais où quelqu'un peut voir interdit de faire pipi, mais il pisse quand même, parce qu'effectivement, c'est des citoyens qui ne sont pas formés à pouvoir intégrer un certain nombre de choses. Le chef de l'État, dans son discours que j'ai lu, terminé, hein, les autres vont prendre la parole. Il dit, c'est une mission sacrée, et là je suis en phase avec lui. C'est une mission à laquelle j'entends continuer à consacrer toute mon énergie. À quel âge? Vraiment. Afin que chacun de vous ait l'opportunité de s'épanouir pleinement et de réaliser ses aspirations. J'accorderai, comme par le passé, la priorité au développement de notre système éducatif, tout en mettant davantage l'accent sur la professionnalisation. Et il dit, je serai toujours à vos côtés dans ce combat salutaire. À la réalité, ceux qui écrivent ces discours, s'ils ne sont pas des mauvais vieux, c'est des sorciers. Non. Laissez-moi dérouler. Non, et je pèse mes mots. Je peux définir pourquoi je parle de sorciers. Non. Aristide, vous pouvez le dire autrement sans être péjoratif. Je ne suis pas péjoratif. Non, sorcier, vous n'avez qu'à prendre un dictionnaire pour comprendre ce que j'entends par sorcier. Je vais chuter. Je vais chuter. Nous sommes dans une phase de prise de parole publique. Oui, je vais chuter. Pourquoi je parle de mauvais vieux? Oui, peut-être. Pourquoi je parle de mauvais vieux? Mais pas sorcier ici. Vous ne pouvez pas dire à un jeune qui tient le guidon d'un chariot et vous lui dites pendant qu'il avance de regarder en arrière. Et ça, c'est parce que ceux qui écrivent ce discours sont dans une matrice de l'immortalité de celui qui est à la tête de ce pays. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à intégrer que le chef de l'État, on n'a pas besoin de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Les faits sont là. Il ne peut plus. D'accord, c'est votre... Et ce discours, je vais vous le dire, il est le discours du 10 février 1990. Vous êtes... Et je reviendrai. Oui. D'accord. Vous voulez... Non, Paul d'abord. Mais je voudrais noter, je ne vous relance pas, mais je voudrais simplement noter que vous n'avez finalement pas répondu à ma question sur le lien que vous faites entre la compétence et l'âge. Cela dit Paul Paya. Mais je vous ai dit, le lien est que ce qui est proposé est en inadéquation avec les problèmes de la jeunesse, dit Peter. Oui. Oui, docteur Bitouga, ça c'est... Ce qu'il dit, c'est pertinent. Je dis bien, 90 ans, c'est l'âge de sagesse. Je dis bien bon anniversaire au président de la République. Mais le président de la République, il a oublié à un certain moment cette jeunesse. Je suis un peu opposé au discours d'Anthony. Ne venons pas sur le plateau pour blanchir, pour
anoblir ou rendre des personnes qui, à un certain âge que nous, qui sommes ici sur le plateau, parce que je parie, nous qui sommes sur le plateau ici, personne n'a moins de 40 ans. À moins que le docteur me dise le contraire. Nous savons tous ces dirigeants de ce pays, quand Biya commence à entrer dans l'administration, c'est au moins dans les 29 ans. Je suis surpris que des personnes qui sont presque dans cette trame viennent sur le plateau pour faire comme si la jeunesse, là, et surtout la jeunesse, c'est la couche qui est très nombreuse dans ce pays. Parce qu'en termes de population, la jeunesse va être dans les 40 à 60%. 65%. 65%, bon, merci. Je suis très faible en statistiques. Alors, quand on voit cette jeunesse qui est aujourd'hui versée dans la rue, faisant n'importe quoi, et que les discours soient récurrents, il a bien fait de dire, docteur Bitouga, c'est un vieux discours. On recycle ce discours. On a beau dire, on est en train de mettre des moyens, le paquet, pour que les jeunes puissent s'auto-employer. Mais est-ce que la réalité, c'est ça? Nous vivons toutes les histoires de détournement des deniers publics. C'est tellement flagrant dans ce pays. On doit continuer. Laissez un peu parler. Anthony, oui, la jeunesse, on dépose de l'argent dans une bouteille. La jeunesse regarde comme le maïs qui est dans une bouteille. Et la poule ne peut pas, picore la bouteille, ne peut pas prendre une graine ou un grain. C'est autant qu'on vit. N'allons pas faire des discours en déphasage. Aujourd'hui, nous voyons cette jeunesse en train de transpirer, suppurer dans la rue. Des benskina et tout qu'on sort. On a dit que bon, c'est le secteur informel. C'est le fonds de commerce, hein, chez vous. Le fonds de commerce, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui est la garantie? Parce que vous êtes toujours en train de prendre les benticulaires. S'il vous plaît, je vous en prie. Parce que vous venez là faire un très bon tableau. À cet âge, vous avez quel âge? Vous seriez en train d'être un ministre. N'allons pas débattre. Vous n'analysez pas et vous loin de ça. De répondre aux questions à un certain moment. De monsieur je n'esquive rien, s'il vous plaît. Vous parliez, je n'ai pas pu vous interrompre. Allez-y. Allez-y faire votre kilaf. La jeunesse aujourd'hui, il a même parlé d'un vox populi. Est-ce que ça a été fait? Vous venez laver, vous dites que c'est très bien. Je vous relance. C'est très bien. Je vous relance. Je voudrais qu'il ne m'interrompe pas. Moi, je suis en train de dire, vous avez posé cette jeunesse. Vous avez posé une question qui permet de vous relancer. Oui. Hier, quand même, à travers les 10 régions, on a pu voir des jeunes se mobiliser, notamment... Au prix de quoi? Bon, dans tous les cas, des jeunes, je vais prendre des jeunes dans les 10 régions sont allés envahir, comment on appelle encore les artères des grandes villes. Non, je veux dire, ils étaient reçus par les gouverneurs, voilà, les services des gouverneurs à travers les régions. Que ce soit à Yaoundé. Partout, hein, pratiquement, on a vu Bolovo, on a vu le Nord-Ouest, Amenda, on a vu Douala, la jeunesse, on a vu... une jeunesse clochardisée. À travers le Cameroun. Non. Pour 2000 francs. Cette jeunesse clochardisée, qui peut voir aujourd'hui 2000 francs pour aller s'aligner et faire n'importe quoi. Nous connaissons un peu. Vous voyez que ces jeunes majeurs-là sont aussi facilement manipulables. Vous croyez que ces jeunes qui sont sur les motos là, ils sont si à l'aise comme vous croyez? Mais les mêmes jeunes là, je les vois souvent mobilisés quand vous organisez vos meetings. Non, loin de ça. Tout parti politique peut faire ça. Le SDM n'est même pas dans ça, dans cette logique. Allez voir ailleurs. Mais je ne voulais pas entrer dans cette logique pour dire que cette jeunesse est vraiment clochardisée. N'allez pas donner 2000 francs, 5000 francs aux gars pour qu'ils aillent s'attroper. On filme. Allez filmer dans toute la ville. Vous avez filmé? On a parlé du centre de sport Yaoundé, où on regroupe quelques jeunes qui peuvent brailler, crier, dire que c'est bien, on est à l'aise. Est-ce que c'est ça qu'on vit? Est-ce que cette jeunesse est prise? On est dans un pays, le ministre du Travail en ce moment dit que 35, 36 000 francs, c'est bon pour un Camerounais. Et c'est cette jeunesse. Parce que quand vous êtes déjà à 55 ans, 60, vous êtes en retraite, que sont ceux qui écopent du mauvais salaire? On fait quoi par rapport à ça? On est revenu pour dire qu'on a révisé 5,100 combien? Est-ce que c'est cette jeunesse? Le discours n'est pas bon. Et surtout que beaucoup de ces discours qu'on donne, on dit que la jeunesse doit s'auto-employer. Quand l'argent arrive, ça n'arrive pas à ces jeunes. Vincent de Paul. Merci aussi, Dipita. Bon, comme tous les citoyens, j'ai suivi le discours
du président, j'ai remarqué deux choses en particulier. La première chose a déjà été relevée par le docteur, c'est que le président se considère toujours dans le jeu. C'est-à-dire que pour lui, l'avenir de la jeunesse actuelle va se faire avec lui. Ou ça ne se fera pas. Donc, le président parle en termes de « vous pouvez compter sur moi », je vais m'y attarder, etc. Donc, ce sont des choses qui sont, à mon avis, assez inquiétantes, parce qu'on attend de notre président aujourd'hui qu'il soit dans une logique testamentaire, une logique légataire, c'est-à-dire qu'il pense beaucoup plus à ce que cette jeunesse va devenir sans lui qu'à ce que cette jeunesse pourrait devenir avec lui. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le président de la République a parlé de ce que les citoyens jeunes ne désespèrent pas de leur pays. Ça veut dire qu'il admet au moins une chose, qu'ils ne désespèrent pas de leur pays, mais qu'ils gardent la foi dans l'avenir. Ça veut dire que, comme l'a dit le docteur, le président reconnaît quand même implicitement qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans notre société qui pourraient pousser les jeunes à désespérer de leur pays, plutôt que... Il a d'ailleurs dit dans son discours, il a énuméré un certain voilà. nombre d'éléments. Ça veut dire qu'il est au fait des réalités qui sont celles qui, de manière quotidienne, affectent tous les efforts que les jeunes mettent en œuvre pour pouvoir s'en sortir, mais pour pouvoir s'en sortir seul. Le gouvernement, de manière légitime, peut énumérer le nombre de programmes qu'il met en place pour pouvoir accompagner la jeunesse. Mais cela est non seulement insuffisant, mais la manière dont ces programmes sont mis en œuvre est tellement en déphasage avec les objectifs mêmes qui sont ceux de ces programmes, qui fait que la plupart des personnes qui y adhèrent, mais ne parviennent pas véritablement à bénéficier des fruits de ces programmes. Or, vous avez des jeunes qui ont décidé de se faire, mais de se battre pour s'en sortir. On est dans un pays qui a complètement dévoyé la compétition intellectuelle. On est dans un pays où il n'existe pas d'excellence dans le processus de désignation des personnes à des fonctions en particulier, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. La garantie de ce que exceller dans tel domaine ou tel domaine pourrait garantir à certaines personnes la possibilité de pouvoir avoir accès à certaines fonctions ou certains postes n'existe pas dans notre pays. N'importe qui se retrouve n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est pour quand vous avez des jeunes qui sont en train qui recherchent un emploi, comme on peut dire. Maintenant, même quand on va dans le secteur où il y a des jeunes qui sont dans l'auto-emploi, parce qu'il faut le rappeler, la plupart des jeunes Camerounais en âge de travailler sont dans l'auto-emploi. La majorité sont versés dans l'informel. Et ils sont répandus dans la... Quand vous observez, tellement habitués à ce phénomène qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand vous voyez des personnes au bord de la route en train de vendre, des gens qui tirent des marchandises dans des pousse-pousse, des gens qui sont des boutiques ambulantes, c'est-à-dire il a accroché sa marchandise complètement sur lui comme ça, et il est en train de marcher partout. Vous avez des personnes qui conduisent des motos de taxi, vous avez des personnes qui ont des boutiques, des personnes qui vendent des arachides, c'est de l'auto-emploi. Mais même quand ces jeunes se lancent dans ce type d'activité, vous avez ce que moi j'appelle les phénomènes d'obstacles humains qui se mettent en route. C'est-à-dire, c'est des personnes qui travaillent soit pour les municipalités, soit pour des services de l'État, qui décident qu'ils vont cibler absolument les jeunes qui essayent de se battre pour tirer des dividendes de leurs activités. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous battre par vous-même, vous accumulez vos petits, je vais parler de manière triviale, 500 francs tous les jours, mais un beau matin, un individu débarque et il vous dit que non, tu vas payer la taxe sur l'utilisation de la musique. Tu vas payer la taxe sur le nettoyage. Tu vas payer la taxe sur XY. Or, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il donne la garantie aux jeunes qui peut déblayer ces obstacles. D'accord. Et en déblayant ces obstacles, les jeunes vont pouvoir réaliser des merveilles dans notre pays.
On n'attend pas de lui qu'il nous paternalise. Les jeunes Camerounais ont atteint un niveau de maturité tel que partout où ils vont dans le monde, ils excellent. Parce que le mindset dans notre pays te conditionne à être quelqu'un qui va s'en sortir ou tu seras derrière. Je suis un peu surpris de la posture de mes 3 co-panélistes. Et j'ai envie de dire qu'ils n'analysent pas le discours dans le fond. Parce que le discours du président est un discours très construit. Et vous êtes un éminent académicien. Je pense que si vous prenez le discours de 2022 et celui de 2023, il y a d'abord une seule chose qui saute à l'écoute et à la lecture. C'est que le président n'évoque plus les questions de statistiques. Et s'il en est arrivé là, parce que certainement, ses collaborateurs lui ont fourni des éléments qui étaient en inadéquation avec les réalités. Parce que ne l'oublions pas, le chef de l'État a plusieurs moyens d'avoir la bonne information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez observer que le président, maintenant, a pris sur lui d'orienter la jeunesse camerounaise. Parce qu'il est une chose de vivre au sein de certaines réalités qui ne nous échappent pas à la conjoncture internationale, par exemple, mais il est une autre de donner une orientation pour faire face à cela. Voilà pourquoi, si vous prenez le construit du discours, la première chose qu'il évoque, c'est le contexte mondial. Et après, il parle aux Camerounais de ce qu'ils sont, aux jeunes. Si le président parle de notre intelligence, c'est avec l'intelligence qu'on construit tout. Vous avez certainement voyagé de par le monde. Les autres n'ont pas fait des miracles. Moi, j'ai fait des pays à l'étranger, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. On les envie, mais c'est sur la base de l'intelligence. Et nous sommes d'accord, parce que s'il y a des manquements, voilà pourquoi le président évoque la question des difficultés et le fait que les jeunes ne doivent pas désespérer. D'où ce discours, nous ne devons pas le sortir du contexte. Ce n'est pas un discours qui est venu régler tous les problèmes des jeunes, mais ce sont des discours qui fixent le cap. Parce que c'est avec le cap que vous allez travailler. Je préfère un discours vrai qu'un discours teinté de grandes annonces, ce qui se faisait dans le passé, il faut l'admettre. Pas le président. Pas le même président. Mais le président des collaborateurs ne travaille pas seul. Ah, il faut le dire. Nous sommes jeunes, mais nous devons dire la vérité. Si le président fait bien et il fait un saut qualitatif, comme il le fait depuis 2 ans, en termes d'orientation, de vision et même d'action, nous devons l'apprécier. Quand nous évoquons la question de ces centres de formation professionnelle, est-ce que ce n'est pas visible ? Quand vous évoquez la question de l'auto-emploi, vous voyez tout simplement les jeunes qui souffrent. Mais vous ne voyez pas aussi les gains qui les en tirent. Vous ne voyez pas aussi la tolérance administrative qui fait en sorte que, en dépit des soucis que vous avez évoqués, beaucoup qui s'en sortent. Vous êtes sûr qu'un jeune qui fait dans la quincaillerie, qui s'achète un terrain à 3 millions de francs, vous, enseignant d'université, vous le valez forcément. Parce que moi, je vais vous dire, je vais prendre une illustration, comme le docteur Cher du PCRN l'a évoqué tout à l'heure, pour battre en brèche tout ce que vous avez dit. Il a été lancé dans ce pays, pour les années 2011, le recrutement spécial de 25 000. Et sur ce plateau, il était là, parce que j'avais bien suivi cette émission, il y a un homme politique, M. Nzongan, pour ne pas le nommer. Il avait exactement dit ceci. C'est une grosse arnaque que le gouvernement a organisée pour se faire des poches. Et il avait évalué l'argent relatif au dossier à des dizaines de milliards. Moi, j'ai pris le temps d'aller recouper derrière. Il y a eu, pour ce recrutement, il y avait eu 256 000 jeunes qui avaient décidé de souscrire. Et quand on a pris les 25 000, il y a environ eu 4 000 qui n'ont pas répondu à l'attente. Et quand j'ai calculé les frais que les gens devaient débourser, c'était quelque chose comme 1 à 2 milliards de francs CFA, contrairement à la grande annonce politicienne qui avait été faite. Et bien plus, ceux qui y sont allés, plus de 3 000 ont fait défection. Voilà pourquoi, depuis quelques années, on essaie de combler avec environ 12 000 fonctionnaires. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il avait pris comme exemple? Il avait dit que
Les bensikineurs, ils sont tellement nombreux qu'ils vont tous engouffrer là, on va les prendre leur argent. Mais je vais vous dire, un mototaximan peut gagner en moyenne 10 000 francs par jour. Où ça? Au Cameroun, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous lui offrez un emploi de 80 000 francs. Ils sont très peu qui vont l'accepter. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, un, ils ne veulent pas vivre sous la contrainte. Parce que travailler, c'est aussi respecter un certain nombre de règles. Puisque quand il démarre sa moto, il est son propre chef. Quand il décide de s'arrêter, quand il décide d'avoir 15-20 000 francs en une journée, certains le font. Ce n'est pas pour encourager ou pour dénigrer, mais c'est tout simplement pour dire que quelquefois nous faisons de très fausses analyses sur des petits métiers qui sont des grandes niches. Et vous observerez que ce sont les mêmes qui ne payent aucun impôt, mais qui imposent aux municipalités un incivisme criard. En venant ici, je me suis fait tamponner par une moto, et qui paye la facture après pour réparer le véhicule. Donc, il faut éviter de prendre la question des difficultés liées à la jeunesse qui sont réelles comme des modèles que nous devons mettre en avant. Le modèle, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du 10, permet de faire le saut qualitatif. Et pour sortir, vous avez évoqué la question du mindset, de l'intelligence qui s'impose à l'étranger. Majeure partie des jeunes qui partent du Cameroun partent avec un bac. Ils s'imposent. Ils s'imposent, ils sont médecins. J'étais en Allemagne. Il y a près de 6 000 médecins là-bas. Il y a près de 3 000 ingénieurs. Mais ils sont partis du Cameroun. C'est pour dire que tout n'est pas mauvais, mais il nous revient à nous de construire notre pays. Construire notre pays en dénonçant naturellement ce qui ne marche pas. Parce que nous observons quand même que nous on fait. Au niveau des collaborateurs du chef de l'État, parfois il y a une difficulté à bien exécuter les instructions du patron. Parce que quand il trace le cap, ce n'est pas à lui de venir a-t-il péché par les mauvais choix? D'accord avec vous sur un pan. A-t-il péché par des mauvais choix? Le président de la République n'a jamais péché par des mauvais choix. En termes d'orientation, en termes de vision. La preuve, il a tracé le cap de l'émergence. Juste avant cet anniversaire du 11 février, le 57e, on découvre qu'il y a du lithium au Cameroun. Et quand, dans son discours du 31, il évoque la question de la manne minière qui va permettre au Cameroun d'être transformé, ce n'est pas le président qui va le faire. D'accord. Tout, pour sortir, c'est la vision du président qui devrait survivre au président. Parce que les grands États, vous prenez la Chine, les Mao Tse-tung, vous prenez les 5 dragons, ce sont des grands leaders qui ont bâti la vision, et c'est sur cette vision-là qu'on s'est développé. Et pour enfin m'arrêter, Monsieur Dipita, je vais prendre un exemple sur la ville de Douala, qui est votre ville. Il y avait un délégué ici qui s'appelait Etonde Koto. Il a créé le projet Sawabish, qui est arrivé à maturation, les financements étaient prêts. Après, il est parti. Il y a un autre qui est arrivé. Il n'a pas suivi le projet. Il a mis de côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la responsabilité des seniors est aussi de poursuivre ce qui est bien. Le fait de toujours recommencer nous entraîne dans une situation de quasi-faillite, de quasi-fébrilité, qui ne permet pas d'avoir des résultats probants sur un temps relativement donné. Est-ce qu'il n'a pas suivi le projet parce qu'il n'a pas voulu ou alors parce que le projet était cadenassé selon un profil bien défini? C'est une question qui reste ouverte. Alors pour sortir, c'est la question d'après. Je voudrais développer, mais je pose la question. Le président, il est là. La jeunesse, elle est là avec ses besoins, elle a ses ambitions. Le président recommande désormais, ça s'est longuement dit dans son discours, il encourage les jeunes à l'auto-emploi. Quand on regarde, quand on observe les différents mécanismes mis en place par les pouvoirs publics, mécanismes de financement, mécanismes d'insertion et tout le reste, est-ce qu'on a le sentiment que le chemin est suffisamment balisé pour que cette auto-prise en main, je peux le dire comme ça, de la jeunesse se fasse selon les désirs présidentiels, qui c'est peut-être pour, je l'ai dit tout à l'heure, poursuivre le développement sur lequel Paul Biya dit avoir mis le Cameroun sur les rails?
Vous m'avez presque muselé. Je prends un témoin mes nombreux followers qui regardent cette émission de très près. Vous ne pouvez pas le penser. Ils vont pas Depuis le prendre. pour faire sérieux, je crois que les propos du copanéliste sont suffisamment assez démontrants de la faillite de la vision qui fait du chef de l'État. Parce qu'aucun discours en 2023 adressant des questions de jeunesse ne peut se faire sans convoquer les statistiques. Vraiment. J'en parle parce que dans une autre vie, j'exerce des fonctions de consultant aux Nations Unies. Et donc si le chef de l'État prend sur lui de ne plus mobiliser les statistiques, c'est un aveu d'échec. Pas forcément. C'est un aveu, je dis, dans des discours de politique. Pas de recensement. Vous voulez quelle population? Vous ne pouvez ne pas évoquer des données statistiques pour montrer quand même qu'il y a une évolution ou qu'il y a une régression. Les données qualitatives ne peuvent pas nourrir un tel discours. Pourquoi je le dis? Vous parlez de l'auto-emploi. Alors que la question même de l'employabilité même des jeunes, pour ceux qui sont des fonctionnaires, n'est même pas réglée. Est-ce que vous savez que la population jeune de ce pays impose au Cameroun d'avoir 1,3 million de fonctionnaires, alors que nous ne sommes qu'à 350 000 fonctionnaires? Il faut aussi voir les réalités. Non, je dis que, Et détournement. dans un pays où le milliard est l'unité de détournement, vous ne me citez pas de contexte international pour justifier pourquoi la des jeunesse... ressources. Non, je dis que... Mais docteur, je dis les que ressources font... dans un pays où le milliard est l'unité de détournement, C'est terrible. le contexte international ne peut pas être mobilisé pour convaincre les jeunes des difficultés qu'il y a à accompagner l'employabilité des jeunes. Laissez-moi chuter. C'est grave ce que vous dites. Mais, c'est la vérité. mais vous parlez des choses qui sont données à la connaissance de tout le monde comme si j'étais en train d'inventer la roue. Je n'invente pas la roue. Non, le problème... Laissez-moi chuter. Quand vous avez une jeunesse que vous dites porter et sur laquelle vous projetez votre futur astral, parce que c'est du futur astral du chef de l'État qu'on parle, parce que si vous me donnez l'impression que le chef de l'État et ceux qui nous gouvernent dans ce pays croient à l'horizon 2035, je reste convaincu qu'il y a un problème. C'est certainement parce que vous n'êtes pas au fait de certaines choses. Vous comprendrez avec le temps, peut-être hors micro, que j'ai participé à l'élaboration du DSE et qui a été un gros échec et de ce qui aujourd'hui nous est présenté comme la SND 30. Mais je referme ça très vite pour vous dire que vous ne pouvez pas fonder vos espoirs sur la jeunesse en fixant le SMIC à 46 000 francs. D'accord. Parce que un bonhomme qui a 46 000 francs et la pénibilité qui est celle de l'employabilité au Cameroun, à 50 ans, à 60 ans, vous lui projetez quelle vie avec 46 000 francs, qui n'est même pas encore acté parce qu'on est encore au niveau des débats. C'est-à-dire qu'on est à 36 000. Vous projetez quel devenir à quelqu'un à qui vous donnez 36 000 francs de salaire. Docteur. Ce n'est pas quelqu'un qui va se satisfaire au soir de sa vie d'avoir accompli une vie d'un homme normal. Vous parlez des 25 000 et les défections qui ont encouru. Vous pensez que quelqu'un qui a une licence peut vivre au Cameroun avec 80 000 francs? D'accord. Troisième chose, Dipita, je vais chuter. Quand on lance des concours, on vous dit on veut 30 places. Et vous avez 8 000 personnes qui compétissent. C'est les indicateurs qui doivent vous montrer à suffire que cette jeunesse est dans le désespoir. Voilà. Est dans la perdition totale. Quand vous m'évoquez les questions de, il a dit tantôt, de tolérance administrative. Mais on ne gouverne pas un pays avec la tolérance administrative. Que les lois soient mises en place, que ces lois soient appliquées et que des jeunes, s'ils veulent s'engager dans des secteurs, que l'État donne les moyens, prépare l'environnement qui permet à ces jeunes de pouvoir faire leur travail sans espérer qu'on fermera l'œil ici, là, espérer qu'il donnera 2 000 francs ici, là, qu'il donnera 3 000 francs ici, là. Vous parlez du Moutet Assiman qui gagne 15 000 francs. Je puis vous dire, parce que je suis essentiellement d'abord un acteur de terrain,
Moi de même. Ces jeunes qui font la moto, quand vous les regardez 15 ans après, c'est des loques humaines. Parce que pour travailler 8 000 francs, 10 000 francs, il faut être fortement exposé à tout ce qui est psychotrope, à tout ce qui est stupéfiant, pour pouvoir tenir. Je parle des choses parce que des programmes, on en a piloté pour vous dire, il n'y a pas à célébrer un jeune qui sort le matin derrière une moto et il n'est pas sûr de revenir sur ses deux pieds et vous me présentez cela comme étant de l'auto-emploi. Un mot avant Paul Payer. Monsieur Dipita, je suis un peu... il risque d'avoir beaucoup de mots. Je suis un peu surpris de cette vision défaitiste, je vais même dire criminalisante. J'avais tout pour rester à Bruxelles après mon doctorat, mais je suis revenu. Parce que moi, je vais vous dire, docteur, un statisticien, c'est quelqu'un qui sait aussi se projeter, qui sait faire des analyses holistiques et qui renvoie... Sur la base des choses concrètes. Permettez, docteur. Oui. Parce que vous ne parlez que de ce qui ne marche pas et de leurs conséquences. Mais vous ne dites aucune... Allez évaluer les politiques, jeunes Pagère et autres, c'est des gouffres à sous qui n'ont pas servi la cible pour laquelle ce projet était destiné. Et c'est ça le problème avec... Le temps qui nous est imparti est très petit. C'est ça le problème avec nos docteurs. Vous ne nous dites jamais comment on sort de là. Vous nous dites tout simplement... L'émission ne permet pas qu'on sorte de là. Parce que justement... Vous n'êtes pas trop jeune pour être ministre, monsieur. Justement... Vous n'êtes pas trop jeune pour être ministre. Mais on n'a pas dit que tout était blanc. Comment vous acceptez que dans un pays, quelqu'un qui est nommé à 60 ans est présenté comme un trésor de guerre, que nous, on a rajeuni le gouvernement, on a ajouté du sang neuf. À 60 ans, on n'est pas jeune. La nomination est discrétionnaire. Pourquoi elle est discrétionnaire? Vous reconnaissez une jeunesse compétente qui a un mindset. Pourquoi donc ne pas donner à cette jeunesse la possibilité de montrer qu'ils peuvent faire des choses à des postes de responsabilité? Monsieur Paéré, prenez la parole, je pourrais revenir. Il y a quand même des données objectives sur lesquelles on peut s'appuyer. Le plus jeune ministre à quel âge? Aristide, s'il vous plaît. Dans un pays que vous présentez comme le summum de la compétence. Paul Payer à la parole. Aristide, ça c'est bon. C'est même, je suis surpris que c'est Anthony qui me donne la parole alors que le modérateur là. Mais on est en famille. Ah oui, on est en famille. Bon, vous devez comprendre. Dans un pays où tout le sommet est géré par les vieux, vous vous attendez à quoi? Vieux n'est pas une insulte aussi. Non, ce n'est pas une insulte. J'ai tout à l'heure donné les honneurs. Un qualificatif d'incompétence. Non, entendons-nous. Ce n'est pas pour dire que les jeunes ne doivent pas avoir plus de place. Ah, voilà. Je voulais dire, peut-être vous attester que les jeunes sont incompétents, que les jeunes sont incompétents par rapport aux vieux ou aux vieillards. Mais on ne doit pas voiler les mots. Quand ils devenaient ministres pour beaucoup. Quand l'autre arrive au pouvoir, il commence à être ministre, c'est à quel âge? Beaucoup à 23 ans, ils ont été à 23 ans. Mais aujourd'hui, on doit voir les jeunes. Vous venez sur le plateau pour défendre les vieux. Non, je ne et le vieux reconnaît que nous sommes compétents, que nous sommes formés. Quand vous les voyez marcher, on a pitié. Mais bon, les actes sont aux antipodes de discours. Mais tout le sommet, c'est les vieux. Et les jeunes sont en train d'applaudir. Vous dites que les jeunes sont allés au stade, là où les Chinois ont construit à Yaoundé. Le palais des sports. Le palais des sports, pour applaudir. Pourquoi? Allez demander. Pourquoi ils applaudissent? C'est à contre... C'est-à-dire ils sont misérés au point que quand on leur dit, voilà 2000 francs, ils doivent aller. C'est ça que vous voulez pour cette jeunesse? On doit tromper cette jeunesse. Vous parlez de 80 000. Est-ce que 80 000, le SMIC, quand le SDF, avec l'honorable aussi, en 2018, a dit que le SMIC devait être au-delà de 100 000 francs. Vous avez crié. Le SMIC ici en Afrique centrale, c'est notre SMIC qui est le plus faible. Et vous tapez la poitrine, on est fort. Les enfants quittent pour aller à l'immigration, traverser le désert pour mourir. Aller en Guinée équatoriale, un pays où les maïs venaient se produire ici au Cameroun, c'était comme la France. Aujourd'hui, on y va, on nous embarque, on jette dans l'océan. C'est ça la jeunesse que vous voulez entretenir et dire qu'on entretient bien la jeunesse. C'est autant de choses. Parlez d'un salaire de 80 000. Un besquineur qui avait eu licence, vous croyez que c'est 80 000 qui peut mériter? Ce n'est pas ça. Les gars, ils vont parce qu'en désespoir de cause, ils doivent manger. Et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est pourquoi les besquineurs, s'il faut seulement regarder ce plan, ils gèrent, ils sont malhonnêtes à chier. Parce que c'est eux qui portent même tous les coups qui peuvent se passer dans la vie. Il est obligé. Il ne se rassasie pas avec ces 8 000 francs que vous croyez en journée là. Et parfois, ils n'ont même pas de propriétaire moto. Voilà.
Il doit même aller détourner la moto de l'acheteur et tout consort. C'est ça la jeunesse que vous voulez entretenir. D'accord, Paul. Essayons de faire un mec qui est digne de la jeunesse. On va passer au prochain thème après l'intervention de... Moi, j'ai l'âge pour être ministre. Vincent de Paul. Quand vous allez voir le père de lui. On gagne en temps, s'il vous plaît. Ce que, en fait, je voudrais relever ici, c'est que la responsabilité des leaders d'opinion que nous sommes, c'est d'éduquer. Quand on mobilise, hier, moi, j'ai organisé une cérémonie à l'honneur du chef de l'État où il y avait plus de 500 personnes. Je ne les ai pas payées. Je les ai mobilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur lesquelles un pays qui se veut grand ou qui aspire à une élévation doit se reposer. Les questions de patriotisme, de défense de la patrie, les questions de civisme, ce sont des valeurs. Comment se fait-il que des Camerounais sont indisciplinés chez eux, mais quand ils arrivent en France, ils se régulent? Ça veut dire que nous avons la possibilité de nous réguler au Cameroun. Maintenant, ce sont les mécanismes, et c'est là où je vous rejoins, mais où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est la critique acerbe sur les manquements. C'est un tout, et nous devons tous nous mettre ensemble. Nous devons accompagner le chef de l'État. Voilà pourquoi, quand vous prenez la parole, non sans critiquer, vous devrez adresser des solutions aux difficultés que nous avons. Et en cela, me reposant sur son discours, il a évoqué la question de l'éducation. Et vous savez que l'éducation, c'est deux pans. C'est l'instruction à travers le savoir acquis, à l'école, à l'université. Mais c'est aussi l'éducation familiale à la maison. Mais si l'éducation familiale à la maison est en faillite, mais les gens dont vous parlez, permettez, parce que l'éducation commence à la maison. Pourquoi celle-là est en faillite, celle de la maison-là? Elle est en faillite pour une simple raison. C'est que nous avons démissionné de nos responsables. Pourquoi on a démissionné? Allons jusqu'à l'arbre des causes. On n'a pas à démissionner parce que le bien est bien, quelle que soit la forme, quel que soit le lieu. Quand vous tirez le diable par la queue, quand un parent doit voler le courant, voler l'eau, vous pensez qu'il va donner quelle valeur à son enfant? Parce que comme il a tracé, il doit se battre pour jongler. Il fait comment? Et c'est là, vous voyez donc que si je prends votre propos sur le respect des normes à travers les lois, et ce que vous dites là, vous-même vous êtes à contrario. Si vous êtes à contrario, c'est la raison pour laquelle pour éviter aux citoyens de faire des tripatouillages prouvés. Soit. Qu'est-ce que c'est des moyens? Les moyens se génèrent, elles se créent, les conditions se mettent en place. Et tout ça est basé sur les ressources. Quelles sont les ressources du Cameroun? Combien de gens contribuent de façon efficiente à l'assiette fiscale? Il y a toutes ces questions. Donc si on veut rentrer là-dedans, ça veut dire que nous avons tous notre responsabilité. La qualité de la dépense est le principal problème à notre mal-vivre. Notre budget, regardez la partie orientée à des bêtises et ce qui est consacré aux citoyens. Le temps de parole. Monsieur Aristide, la preuve, si je vous posais la question, la proportion de détournement, vous l'évaluez à combien de milliards? Mais la CONAC nous donne des chiffres chaque année. On parle de 300 milliards qui va dans les évasions fiscales, monsieur. Je parle de la CONAC. Le dernier rapport parle de 300 milliards. Mais allez prendre ces données. Même si c'est 1 milliard. Mais vous parlez de quoi? Non, ce que je veux faire comprendre. Le problème est qu'est-ce que le niveau central absorbe comme argent pour irriguer l'économie au niveau local? Laissez-le terminer et puis Vincent de Paul prend la parole. On passe au prochain thème. Pour faire l'axe, l'autoroute Yaoundé. C'est dans le budget de l'État. Là, c'est même très grave. C'est 240 km. Oui. Ça fait près de 600. Et 15 ans après, on a 60 on km. est où là? Ouais, Aristide. Ça fait près de... L'autoroute est où? Non, mais laissez-le au moins parler. Ça fait près de... Non, ils sont des débats. Oui, mais laissez-le parler. On parle de la jeunesse. Oh là là. Laissez-le au moins parler. C'est la jeunesse qui fait l'autoroute. Laissez-le au moins parler. Il arrête de parler, on vous écoute. Laissez-le au moins parler. Vous corrigez après. Ça nous fait mal. Quand je vois à côté de moi, mais on ne peut pas s'entendre. Des jeunes qui chaque jour tapent grand frère, c'est mauvais. Et vous êtes obligés on ne peut pas de sortir 1000 francs, 2000 francs, alors que ce pays peut faire mieux. Ça me fait mal. Aristide, on ne peut pas comprendre vos douleurs si on parle tous ensemble. Ok, je ne parlerai même plus de cette question. Ça me fait très mal. Non, n'ayez pas mal. Je vous laisse terminer. Une jeunesse si compétente, si motivée, si entreprenante, mérite mieux. Les ressources du Cameroun
ne permettent pas de répondre à tous ces défis. L'environnement international n'y contribue pas. Maintenant, il faudrait qu'on s'adapte avec des solutions efficientes, pratiques et simples. Vous avez demandé pourquoi le whisky en sachet coûte 100 francs au Cameroun, malgré le contexte à cette allure, on ne va pas faire le dernier thème. Pour divertir les gens. J'ai dit, mais le contexte international... Mais attendez au moins d'avoir... Non, attendez d'avoir... Vous pouvez le dire, mais à condition que vous ayez la parole. Là, okay. Vous pouvez le dire. Voilà 5 minutes qu'on perd comme ça là sur des petites questions d'autodiscipline sur le plateau. Vous terminez, puis... Pour terminer, non, il termine. Je vais dire tout simplement que les jeunes, soutiennent le président de la République dans leur immense majorité. Parce que les jeunes avec lesquels je suis, ce sont des universitaires. En moyenne, ils ont des licences. Donc, ils ont la jugeote pour comprendre. Ça, c'est d'un. Et de deux, il ne faut pas prôner le fatalisme. Faut avoir la foi. De trois, nous devons savoir désormais compter sur nous. Ça, c'est très important, de savoir compter sur nous. De quatre, nous devons mettre pression au gouvernement, au chef de l'État, pour que davantage soit fait. Et dans cet avantage-là, il faut intégrer les jeunes dans la conception des projets qui visent à favoriser leur développement. Et de 5, il faudra un rajeunissement de la classe politique, même au niveau gouvernemental. Vous avez évoqué qu'ils ont été nos seniors ministres à 29 ans. C'est possible. 23 ans. C'est la raison pour laquelle, 50 ans, quand le président parle de l'intelligence, tout ce que nous devons demander au président, c'est que si vous avez dit de nous que nous sommes intelligents, donnez-nous la possibilité. Et pour terminer, les jeunes Camerounais doivent aussi apprendre à être sérieux. D'accord. Vous n'aurez pas beaucoup de temps, vraiment. Oui, je vais être bref. Je vais prendre 2 mots que M. Ongene a dit tout à l'heure. Il a parlé de civisme et de patriotisme. J'ai envie de lui dire que les personnes qui ont besoin de civisme et de patriotisme dans ce pays, ce sont des personnes qui sont responsables au niveau gouvernemental ou au niveau des administrations centrales. Parce que leur comportement est en déphasage avec les objectifs même qui sont ceux de l'État. Et ils sont en permanence dans une chasse de l'argent que nous, on ne comprend pas. Ils sont en prison, il y a tout un gouvernement là-bas. Voilà, vous corroborez ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord avec vous. Et donc, ce sont les valeurs des jeunes. Donc, il faudrait que qui les a mis là-bas. Le chef de l'État comprenne que pendant une longue période, notre gouvernement avait complètement démissionné de ses responsabilités et a jeté les jeunes en pâture. Tout à fait. Et ces jeunes ont appris à se battre. Et se battre est rentré dans les mœurs des Camerounais, dans la culture de toute une génération. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire à nos dirigeants, donnez-nous la possibilité de faire ci, donnez-nous la possibilité de faire ça. On leur demande simplement, respectez la loi et quittez sur nos routes. Arrêtez de venir créer ce que j'appelle des obstacles humains en permanence. Dans toute initiative qu'un jeune prend, c'est toujours des êtres humains qui viennent créer le blocage. D'accord. Et si le président de la République pouvait intervenir à ce niveau et dire à son gouvernement de mettre tout en œuvre pour que tout soit fait en sorte que les jeunes qui entreprennent soient libres de le faire sans qu'il y ait des personnes qui viennent les racketter, ce serait un bon début. D'accord. On va prendre la transition et puis on passe au deuxième et dernier thème de ce soir. C'est concernant l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, le chef de chaîne de la radio Amplitude FM. On s'interroge en laissement au dénouement. C'est derrière la transition. Il faut le noter, je l'ai dit à l'entame de l'émission, avec ce rebondissement dans la dite affaire, pratiquement une semaine et un jour après son interpellation, l'un des principaux suspects, le président directeur général de la chaîne Vision 4, Jean-Pierre Amogo-Belinga et d'autres personnes autour de lui
ses collaborateurs sont donc en ce moment devant le tribunal militaire à Yaoundé en qualité de suspect pour certainement la suite de la procédure dans le cadre de cet assassinat-là. À ses côtés, il y a le DGRE, Léopold Maxime Ekoeko, le lieutenant-colonel Justin Danoué, l'un des principaux accusés en tant que commandant du commando qui aurait évidemment commis cet acte, et puis d'autres collaborateurs de Jean-Pierre Mogo-Belinga. Je l'ai dit, Maître Payet, je commence peut-être avec vous, vous êtes le spécialiste, tout au moins sur le plan du droit en la matière sur ce plateau. Pour vous, la procédure qui se poursuit au tribunal militaire, d'abord, le tribunal militaire est compétent. Oui, je commence d'abord, c'est l'occasion qui m'est offerte de pouvoir adresser mes condoléances à la famille, si durement éprouvée, parce que bon, j'ai pu peut-être écrire dans Facebook et tout consort, mais c'est l'occasion aujourd'hui que la famille de ce journaliste ou animateur assez pointu qui a pu faire certaines choses puisse retrouver un réconfort. C'est une affaire, je crois que cette affaire on peut peut-être tirer sur un moineau, mais ça devient une grosse affaire. Parce que cette affaire même, je dirais pour ma part, c'est une affaire d'État. Parce que quand on regarde dans cette affaire, ceux qui interviennent, bien sûr la présomption d'innocence, je suis un avocat, je ne peux pas déjà condamner quelqu'un sans qu'il soit jugé. Mais les acteurs qui interviennent dans ces affaires, ce sont des grosses pointures pour la sécurité camerounaise. DGRE et tout son compartiment. On se retrouve dans cette histoire, c'est des militaires. Bien sûr, parce qu'on regarde toujours à Mogo Belinga qui est là comme acteur ou auteur, ou présumé, auteur principal ou acteur principal. Mais il y a des hommes en tenue et des militaires en plus, comme le directeur. Commissaire divisionnaire. Je ne veux pas citer, oui, mais les commissaires divisionnaires, que ce soit tous ces gens qui sont soit de la police, soit militaires, ça fait que l'affaire, le tribunal militaire devient compétent. Parce que je ne veux pas aller dans les affaires du MRC et tout consort. Il y a des choses qui se passent. La loi militaire, la loi martiale ou militaire s'applique quand une personne, militaire ou gendarme, peut être impliquée dans un cas. Et dans un cas où des armes peuvent intervenir, c'est autant de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, si le tribunal militaire se saisit, le tribunal militaire est bien compétent pour pouvoir mener. Et surtout que dans cette affaire, le président de la République, nonobstant l'âge très avancé, la fatigue, a pu instruire. Il y a une coopération entre la police et la gendarmerie. Donc je crois même que cette vision a pu faire qu'on évolue très bien. Je suis très d'avis. On a toujours l'habitude de dire que le tribunal militaire, c'est la dictature et tout consort. Non, il y a les respecte des lois. Il y a la loi. On respecte. C'est le même code de procédure pénale qui s'applique devant le tribunal militaire comme devant un tribunal civil ou pénal simple commun. Donc, ça veut dire que, quelque part, quand déjà des militaires sont impliqués dans cette histoire, le tribunal militaire est bien compétent pour mener. Essayons seulement d'encourager les enquêteurs de mener leurs enquêtes avec sérénité. On a vu que ce soit le conseil de certaines parties qui veulent dire on a amené notre client sans convocation. Il y a l'interpellation en matière procédurale. Vous pouvez avoir une situation, les faits sont... Il y a même le flagrant délit. On n'a pas besoin de vous donner. Mais nous, je ne dis pas que nous sommes en flagrant délit en matière criminelle. Parce qu'il s'agit d'un crime. Mais à cet moment, on n'est pas obligé forcément de vous décerner une convocation. On peut vous donner, vous refuser, mais on va vous interpeller. D'accord. Donc tout se passe bien. Encourageons les enquêteurs à mener jusqu'au bout pour qu'on trouve ceux qui ont pu commettre ce crime crapuleux. A.C. Bitoga, à l'observation de l'évolution de cette affaire, êtes-vous confiant, êtes-vous serein dans la poursuite équitable pour que justice soit dite, rendue?
Non, je parle sur le contrôle de Maître Payet. Je crois que nous avons passé déjà l'étape de l'information judiciaire. Absolument. Et qu'effectivement, nous amorçons ici une autre étape et qui effectivement, par rapport au questionnement qui était le vôtre, on se rend compte qu'on n'est pas dans l'enlisement et qu'on n'est pas encore au niveau du dénouement, parce qu'effectivement, le dénouement, ce sera effectivement la grande vérité au grand jour et où on sera fixé par rapport à ce qu'il advient de cette situation que nous tous nous déplorons. Moi, je suis d'abord un citoyen et la formation politique à laquelle j'appartiens, nous nous revendiquons comme des républicains. Et cet état d'esprit voudrait que nous sachions faire confiance aux institutions qui, effectivement, sont chargées de faire un certain nombre de choses. Et dans le cas d'espèce, le tribunal militaire et peut-être d'autres juridictions qui entreront en scène pour la suite dans ce dossier. La difficulté qui est la mienne depuis tard, c'est effectivement cette intrusion du droit et de la justice dans la quotidienneté des Camerounais qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu spécialiste du droit et l'enquête judiciaire est même devenue presque une banalité, c'est-à-dire que les parquets se sont déportés dans les taxis, les carrefours, les groupes WhatsApp sur Facebook. C'est chacun qui va de sa présupposée connaissance du droit pour déjà considérer tel coupable, déjà donner la suite de la procédure et un certain nombre de choses. Et tout ça, pour moi, ça brouille les pistes. Ça brouille les pistes et j'ai bon espoir que... Vous voyez une forme de manipulation? Je ne veux pas aller au niveau de la manipulation. Je reste dans le principe de brouiller l'esprit et peut-être on se posera la question qui, derrière, a intérêt à ce que nous soyons dans ce capharnaüm informationnel autour de ce qui est en train de se faire. Et j'ai bon espoir que l'affaire Martinez-Zogo peut-être va induire des changements ou des améliorations dans le traitement d'un certain type de dossier au Cameroun. Parce qu'il y a aussi que nous avons en face la justice qui s'est subitement transformée en grande muette. Or, des dossiers comme cela, la justice ne peut pas jouer la grande muette. Quand on sait aujourd'hui la vitesse avec laquelle l'information se diffuse, on ne peut pas être là à... C'est-à-dire, on tergiverse, on vit des ragots, et puis il y a un nouveau corps de métier qui est né, qu'on appelle les lanceurs d'alerte, qui en fonction de la taille de leur tube digestif, selon qu'ils ont pris ici, là, ont pris plus ici, là, nous abreuvent de tout type d'informations. Et à la fin du pita, vous n'êtes même plus sûr que la justice va être rendue. Or, la justice doit être rendue. Mais vous avez l'impression que cette justice, telle qu'on nous la présente, même si à la fin finira par être rendue, on finira même par douter même de cette justice. Parce qu'on nous a déjà presque servi même des coupables depuis pratiquement 2 semaines. Qu'aujourd'hui, si cette justice arrive même à démontrer même que ce n'est pas là où on nous a amené que se trouve même le problème, comment est-ce que ce même peuple aujourd'hui va réagir? C'est pour ça que moi j'ai dit, la presse a un rôle central à jouer dans cette affaire, mais également ceux qui doivent communiquer au niveau des instances qui dirigeantent ce processus-là, il doit avoir une certaine, une certaine méthode, c'est-à-dire que l'information doit circuler pour qu'on sache, voilà où est-ce que nous en sommes, voilà la réalité des faits, voilà la prochaine étape, et comme ça, là, on sort de tous ces ragots, de toutes ces manipulations. Et puis, il y a également en toile de fond d'aucuns qui nous disent qu'effectivement, il y a des règlements de compte au sommet de l'État derrière cette affaire. D'accord. Et quand on en arrive déjà à avoir autant de pistes, ça rend difficile pour nous, le simple citoyen, même la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas la différence qu'il y a entre la diffamation et la dénonciation. Parce que moi, je suis souvent obligé même de rappeler même à certains amis que mais
Les gars, vous parlez trop vite là. Est-ce que vous êtes sûr que si on vous demande d'apporter la preuve de ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que vous pourrez apporter la preuve? Et puis les gens se ressaisissent que, gars, on s'est laissé emporter. Parce que également aussi, il y a des gens qui vont se retrouver à être interpellés parce qu'effectivement, dans l'emballement, dans cette information qui circule là, quelqu'un aura pris un mensonge comme une vérité et va le dire quelque part. Et puis l'autre chose, je veux dire depuis tard, la sacralité même... De l'information, je dis. La sacralité même pas de l'information, des acteurs institutionnels. Vous savez, tout à l'heure on a dit, il y a des grands noms qui sont cités autour de cette affaire. Mais tant que la justice n'a pas été rendue, il y a quand même le respect de ce que certaines personnes représentent dans la République. Mais vos collègues de la presse, dans ce qu'ils savent faire aujourd'hui, sur Twitter, TikTok et autres, là, livrent à la vindicte populaire des hauts commis de la République comme ça, là. Et puis, on ne sait plus comment est-ce que tout ça, là, doit pouvoir s'agencer. Moi, ça me pose un problème. Et je ne sais pas si un autre plateau pourra être organisé pour voir comment, aujourd'hui, la justice et la presse doivent être mise à contribution pour communiquer sur ce genre d'événements qui, de mémoire d'acteurs, la société, c'est un cas qui nous est nouveau. Et qui effectivement est un cas d'école. Oui, juste au niveau de l'enquête préliminaire et de l'information, tout est secret. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que... Je fais confiance à la justice de mon pays. Parce que quand ça ne va pas, il y a les voies de recours. Dans l'enquête préliminaire, comme à l'information, tout est secret. Si on veut mêler les journalistes qui vont publier tout à toute étape, ça risque de fausser l'enquête préliminaire. Il y a toute l'information qu'on peut rendre quand même publique. Oui, il y a des choses qui peuvent être rendues publiques. Mais le secret de l'information et de l'enquête préliminaire, c'est ça qui prévaut. D'accord. Donc faisons confiance à nos enquêteurs et aux juges d'instruction. Vincent de Paul, sur la sérénité de la suite de la procédure au regard de ce qui se fait en ce moment. On peut dire ici que nous avons le phénomène, comme l'a évoqué le docteur, des chasseurs de scoop qui se prennent pour des lanceurs d'alerte, qui ont complètement monopolisé l'attention sur le plan national, qui produisent et des vidéos et des textes qui chroniquent depuis le processus par lequel M. Martinez Zogo a été assassiné jusqu'à l'arrestation et même le déroulement des auditions et tout. Et très souvent, on se rend compte après recoupement que ce qu'ils disent n'est pas conforme à la réalité ou alors est complètement exagéré. Cela a pour conséquence de mettre en arrière l'origine même de cette affaire qui est l'assassinat d'un homme. Personne ne mérite de finir comme ça. Et on doit toujours avoir en mémoire que à l'origine, il y a un homme qui était un chef de famille qui a perdu la vie. Et il faut toujours se focaliser d'abord sur cette personne. Très vite, le débat s'est plutôt orienté vers les arrestations, les chroniques au sujet de la descente aux enfers des X ou des Y, l'obligation de faire un remaniement pour que telle soit la disposition de la justice. Et ça s'emballe. Et ça a pour effet de biaiser complètement la perception que les citoyens pourraient avoir de ce qui a cours. Or, nous sommes là, en face, comme l'a dit le maître, en face d'une affaire d'État. Du fait de la qualité des personnes qui sont aujourd'hui en état d'arrestation, il y a évidemment une situation où l'abcès est crevé et le niveau de privatisation de l'État dans notre pays est mis à découvert. Et je pense que le président de la République lui-même, face à un tel niveau d'implication de certains fonctionnaires, un niveau d'implication des très hauts fonctionnaires dans des affaires qui relèvent, on va dire,
de l'ordinaire, puisqu'il s'agissait simplement de devoir, en quelque sorte, faire taire un individu qu'un citoyen ordinaire considérait comme gênant. Comment est-ce qu'un haut fonctionnaire peut mettre à la disposition d'un personnage les moyens qui sont ceux de l'État? Vous avez les faits? Il faut encadrer cela. La présomption. Et présume. Beaucoup de choses se disent. Il a le secret de l'information, certainement. Mais on se pose la question de savoir comment, puisque, bon, si on implique Si on en arrive au tribunal militaire, la qualité de ces hommes, et qu'ils soient encore, en ce moment, en état d'arrestation, ça veut dire que quelque part, il y a eu une participation. Donc, comment est-ce que des personnes... Ils sont encore tous présumés innocents, censés être oui. des suspects, mais je veux dire que le tribunal établira les faits. exact. Tout à fait. Mais Il faut vraiment que... les indicateurs montrent bien que quand on vous arrête et qu'on vous garde, ça veut dire qu'il y a des éléments qui démontrent que vous êtes quelque part impliqué, même s'il y a la présomption d'innocence. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Pas forcément. Ils peuvent arriver devant le commissaire du gouvernement et puis certains rentrent chez eux, d'autres poursuivent le chemin et ainsi de suite. Ça veut dire que l'information a été très mal menée. Donc pourquoi? Quand il y a des indices, Il y a des indices. Maintenant, le spécialiste va apprécier en fonction des indices Bon, tout à fait. le degré d'implication. On ne va pas nier ici que le niveau de privatisation de l'État a été mis à découvert. Bon, ça, par contre, Et n'importe quel chef, pour parler du président de la République, face à une telle situation aurait des frayeurs. Parce qu'il s'agit là des moyens qui sont destinés exclusivement à la sûreté de l'État. Et quand des personnes... au niveau, au plus haut niveau, et quand des personnes de cette trempe la sécurité aussi. se retrouvent dans ce genre d'affaires, ça pose des questions et ça inquiète. Ça inquiète au plus haut point. Donc, je pense que le président de la République, au-delà de ce qui est à court, doit donner des signaux positifs pour démontrer que l'État est en train de reprendre la main sur ses institutions. D'accord. Et que les individus ne peuvent plus, dans un avenir être au-dessus proche, de la loi. se donner l'autorisation d'utiliser les moyens de l'État à des fins de règlement de compte ou pour servir des individus pour des raisons quelconques. Serge Anthony, toujours sur la sérénité de la poursuite de cette procédure. Moi, je vais m'en tenir sur l'acte présidentiel qui a été posé, qui instruisait sur une enquête judiciaire police-gendarmerie. Cela traduit tout simplement que le chef de l'État veut voir clair sur ce qui est de cette affaire. Et nous constatons que nous sommes passés de la phase de l'information, je ne sais pas si c'est la phase de l'instruction aujourd'hui. Vers l'instruction. Voilà. Donc, et on va continuer d'observer. Mais ce que moi je peux ajouter en plus, c'est que c'est une affaire hyper sensible. Et c'est une affaire qui révèle beaucoup de questionnements. C'est une affaire qui impose l'extrême prudence. C'est aussi une affaire qui impose l'extrême vigilance. Quand j'ai fini de le dire, moi j'ai envie de parler aux compatriotes, aux Camerounais, de ne pas se délecter d'une telle actualité, pour deux raisons principales. Première chose, parce qu'il y a eu un crime odieux, et l'humain représente le sacré. Et la deuxième chose, c'est que nous ne devons pas assouvir nos fantasmes individualistes et personnels au travers d'une telle affaire. Mes aînés
docteurs ici ont évoqué par exemple la question de la circulation des informations dans un vase continuum dont on ne sait jusqu'où il va s'arrêter. Justement, le public, au regard de tout l'encadrement que vous avez mis, le public a quand même droit à l'information autour de cela. Nous ne sommes plus dans l'information depuis dans cette affaire. Parce qu'il y a vérité et contre-vérité, parfois des mêmes acteurs. Peut-être surtout parce que ceux qui sont à la manœuvre ne communiquent pas de façon officielle aussi. C'est ça que je dis. Ce n'est pas parce qu'on ne communique pas de façon officielle qu'il faut créer une information. Parce que quand vous créez, votre base de fondement, c'est quoi? Et quand je parle de risque, sources introduites, voilà ce que nous avons. C'est une terminologie. Et le danger ici, c'est que c'est pour cela que j'ai évoqué les questions de réserve, de prudence, de vigilance. Parce que cette affaire, c'est une affaire dont les conséquences peuvent être très dommageables. Pour ne pas dire qu'elles sont déjà en partie dommageables pour le Cameroun. Parce que l'image du Cameroun est écornée. Mais tout à côté aussi, je dis, restons dans le cadre de l'enquête, restons dans le cadre du droit et laissons les gens faire. Oui, mais Serge, est-ce que la mise à disposition de l'information vraie par ceux qui la détiennent, justement, n'éviterait pas d'écorner, comme vous le dites, l'image du Cameroun? Ça ne permettrait pas au public de maîtriser les tenants et les aboutissants pour que, effectivement, on ne laisse pas circuler tous ces, je ne veux pas dire informations, parce que... Vous savez, quand j'évoque cette affaire en termes de prudence, je le redis encore, il faut être très prudent. Parce qu'aller dans l'antériorité de l'assassinat, et vous allez écouter ce qui s'est dit. Entre la période de disparition, écoutez tout ce qui s'est dit, et post-découverte du corps, écoutez tout ce qui s'est dit. Ça craint, ça fait peur. On se demande comment. Donc, du coup, face à ça, les Camerounais, nous devons être mesurés. Nous devons attendre une seule chose. C'est le résultat final qui a été instruit par le chef de l'État. Nous ne devons pas nous contenter de ce qui vient d'ici ou d'ailleurs. Nous voyons d'ailleurs... Anthony, le résultat final peut prendre, je ne sais pas, sur le compteur de M. Payet, les 4 ans, 5 ans. Ça peut même disparaître. C'est la crainte des députés. Le problème ici... On ne peut pas, la justice ne peut pas considérer comme une grande miette. Non, c'est pas son rôle. Non, le problème ici, c'est la gravité et les conséquences. Il faut gérer tout cela. Ouais. Il faut gérer tout cela. L'État doit savoir gérer tout cela. Et principalement le président de la République. Ah oui. Parce que nous constatons certaines, entre parenthèses, défaillances jusqu'ici. Mais comme il y a un garant de l'État qui a pris sur lui que lumière soit faite, vaudrait mieux être prudent. Parce que certains sont dans les réseaux sociaux, d'autres sont dans des presses internationaux, et ils oublient quelque chose. C'est que quand il a fallu déstabiliser le Cameroun dans le projet efficient, dynamique, il y a des institutions même médiatiques qui ont été utilisées. Nous avons œuvré pour les mettre en difficulté. Je connais des institutions très célèbres en France qui ont fait des rapports à charge. Nous avons fait des rapports à décharge auprès des Nations Unies. J'ai des équipes qui ont été reçues par Mme Bachelet en Suisse, dans le cadre du regroupement patriotique dont je suis le coordonnateur, Patriote Monde du Cameroun. Voilà pourquoi je dis que cette affaire, même si on veut nous imposer un emballement, il faut rester prudent. Il faut rester mesuré. Il faut rester réservé. Parce que c'est comme une pieuvre, hein, quand vous observez. Vous entendez seulement les noms, les institutions. Ça devrait faire peur. Ah oui. Ça devrait nous imposer un recul. Ah oui, ah oui. Et maintenant, c'est au rendu final que
nous allons tirer toutes les conséquences et les leçons. Est-ce que dans un état de droit qui se veut garant des libertés des individus, un citoyen, quelle que soit l'affaire, doit rentrer le soir, dormir, sous-honorer et avoir peur? Je ne pense pas parce que, voyez-vous, avec les menaces, on confond souvent beaucoup de choses. D'accord. Moi, j'ai vu la crise anglophone commencer sous mes yeux. C'était le 3 septembre 2016, la véritable date. Avec cette grande marche. Voilà. on a laissé Et la situation. j'ai vu quand on a coupé le réseau pendant plus de 3 mois, dans les 2 régions, nord-ouest, sud-ouest, il n'y avait pas de réseau. Absolument. Réseau. Mais l'État a pu gérer. Et au fur et à mesure, la situation rentre à normal. Quand j'observe des grandes villes comme Bafoussam, je prends Douala, je prends Yaoundé, Garoua, Bertois, où j'ai été, je me rends quand même compte que à 23h, vous trouvez des gens dans des bistrots, dans des boîtes de nuit, dans des bars. Ça veut dire que il y a la présence protectrice de l'État qui est là. Elle n'est pas toujours visible, elle est là. Parce que la sécurité, c'est un tout. Et nous-mêmes, nous devons concourir à notre sécurité. Parce que quelquefois, on a l'impression que ce n'est que le policier ou le gendarme ou le militaire qui fait notre sécurité. Nous-mêmes, nous y contribuons à travers les attitudes que nous avons. D'où, j'aimerais rassurer de ce que l'État camerounais veille avec ses moyens sur les Camerounais. Mais il n'y a aucun pays dans le monde où il n'y ait pas des exactions ou des ratés ou des crimes ou je ne sais pas quoi. Aristide, pour le mot de la que fin. le peuple ou la masse, parce que je peux faire la masse, parce qu'il faut dissocier le peuple de la masse. Je crois qu'il y a également une instrumentalisation de cette masse-là qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Parce qu'effectivement, ceux qui sont présentés comme ces lanceurs d'alerte, que j'appelle lanceurs d'alerte du tube digestif, à des moments nous ont servi des documents frappés du sceau confidentiel de ces pays. Et pour que des gens puissent avoir accès à de tels documents, ça ne peut pas être un gars qui mange les beignets et on lui a emballé un document qui est en train d'être signé par le chef de l'État ou bien qui est en train d'être signé par le directeur du cabinet civil ou bien le Premier ministre. C'est qu'à l'intérieur, il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre conscience qu'il y a des documents qui ne peuvent pas se retrouver dans la rue. Et donc, moi, je me dis, est-ce qu'on peut se dire, ils ne veulent pas communiquer par les canaux officiels, et parce que c'est aussi ça, quand on connaît déjà un système qui dure, on arrive également par les méthodes qu'ils utilisent, parfois aussi à comprendre comment ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'on laisse les mécanismes officiels de communication et on utilise d'autres mécanismes pour avoir accès à l'information. Et à la fin, on a donc le peuple qui est donc pris en tenaille entre cette grande muette qui refuse de communiquer, parce que moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel des médias sociaux, des réseaux sociaux qui entrent en scène aujourd'hui, on ne peut plus mener un certain type d'enquête comme on le menait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et c'est pour ça que je dis, peut-être que derrière cette affaire Martinez-Ogo, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se projette, peut-être que derrière cette affaire, il y a des modifications qui vont se faire dans le rendu ou bien dans le déroulement des procédures plus tard, en intégrant aujourd'hui qu'on ne peut pas ne plus communiquer. Nous avons aujourd'hui un peuple, et nous l'avons reconnu, qui va avoir l'information, qui va être au fait de ce qui se passe. Et également, c'est la participation citoyenne. C'est-à-dire que le citoyen veut quand même connaître ce qui se passe autour de quelque chose qui, depuis 3 semaines, mobilise l'attention nationale et même internationale. Et donc, quand on ne communique pas, d'autres vont communiquer. Et ceux qui vont communiquer, parfois communiquent pas toujours dans l'atteinte des objectifs des pouvoirs, mais communiquent peut-être dans l'atteinte des objectifs, parfois des camps ou des réseaux qui recrutent ces lanceurs d'alerte-là pour nous vendre parfois des informations. Merci, Aristide. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses? C'est le temps qui nous le dira. On va peut-être ressortir, puisque l'émission est terminée avec ce communiqué qu'on reçoit d'ailleurs à l'instant, signé
de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri. On va parcourir en diagonale puisqu'on le découvre. Le communiqué, c'est « Attention à la suspicion généralisée », c'est ainsi qu'il est intitulé. Alors, les grandes lignes, l'association rappelle que le Cameroun n'est pas un peuple de voleurs, ni de détourneurs, ayant appris avec consternation le dieu assassinat du journaliste martinez Zogo perpétré le 23 janvier, l'association des chefs traditionnels du Vouri présente des sincères et profondes condoléances à la famille. Les chefs traditionnels du Vouri invitent les enfants et la nation tout entière à demeurer vigilants et à ne pas se fier au développement fait dans les réseaux sociaux autour de cet assassinat, avec leurs résultats aussi rapides que spéculateurs. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais je lis les grandes lignes. Oui, Par ailleurs, cette affaire pouvant être liée à des soupçons de détournement de deniers publics, l'association des chefs traditionnels des villages Sawa rappelle qu'elle s'était élevée contre toute complaisance envers les coupables de tels faits, et en ces termes, il renvoie le communiqué y référent. Alors, les chefs traditionnels des villages Sawa du Vouri se désolidarisent par avance de tout enfant du terroir dont la responsabilité serait avérée dans la distraction des fonds des chantiers de la Cannes, des budgets relatifs à la riposte contre le Covid et tout détournement de fonds dont un usage judicieux et approprié aurait amélioré le cadre des conditions de vie des Camerounais. Les chefs traditionnels des villages Sawa invitent toutes les communautés camerounaises à ne pas couvrir leurs enfants qui seraient impliqués dans de tels actes et désormais se faire front et bloc face à ces détournements-là. Donc voilà, en gros, vraiment, cette prise de position de l'association des chefs traditionnels des villages Sawa. Je l'ai dit, j'ai lu en diagonale, mais je pense que le message, il est compris. Nous y reviendrons grandement dans nos différentes éditions d'information. Et dès demain, nous allons nous rapprocher de ces chefs traditionnels, évidemment, pour... Je voulais dire un petit mot par rapport à ce communiqué que nous devons saluer. Et il m'emmène à relever une actualité toujours mise sur les médias sociaux en termes d'évocation des hauts commis de l'État. Par exemple, ministre d'État Laurent Esso, ministre des Finances. Il faut que les Camerounais soient extrêmement prudents et qu'ils sachent que le Cameroun... ils le disent explicitement. Condamne le lynchage médiatique dont sont l'objet certaines hautes personnalités, alors que leur culpabilité n'a été ni formellement, ni clairement établie. Ils en appellent par conséquent à la retenue et exhortent au respect de la douleur des familles ainsi qu'au respect de la présomption d'innocence. Les chefs traditionnels du Vouri s'engagent à rester vigilants. Bref, Adonis nous rappelle effectivement que on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a un autre passage que je voulais relire tout à l'heure. Bon, on reviendra en détail. C'est important de le dire, Adonis, parce que il faut éduquer le peuple face à une situation grave. Invite les enfants et la nation tout entière à rester, demeurer vigilants, ne pas se fier. Bon, ça, je l'ai dit. À faire confiance aux institutions de la République. Bon, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Hein. Elle est bonne par rapport à la sortie des chefs Eton. On a dit l'essentiel. Alors, afin que les vrais coupables s'engagent à rester vigilants et à tout mettre en œuvre en leur qualité de gardiens de notre tradition, afin que les coupables, les vrais coupables, ainsi que tous les facilitateurs et donneurs d'ordre payent eux-mêmes la dette de sang qu'ils ont contractée. Ainsi, l'âme de Martinez Zogo retrouvera la paix. Donc voilà en gros, hein, je l'ai dit, on reviendra dessus dans nos prochaines éditions. On va se rapprocher des chefs traditionnels. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de Cartes sur table mardi prochain. Bonsoir.